Des années 70 à 90, le secteur cinématographique malien était l'un des canaux les plus importants pour la promotion de la culture et du savoir-faire du Mali à travers l'Afrique et le reste du monde. Mais depuis plus de 2 décennies, ce secteur perd ses lettres de noblesse. Comment l'expliquer? Quel héritage les éminents cinéastes ont-ils légué à la nouvelle génération? Quel avenir se dessine pour ce secteur au Mali? Qu'en est-il du financement et de la formation? À quand une industrie du cinéma au Mali? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. À quand une industrie du cinéma au Mali? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les acteurs de ce secteur. Je vais commencer par présenter Monsieur Adama Traoré. Monsieur Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, vous êtes le directeur général de Acte 7. Vous êtes également le directeur du festival Théâtre des réalités. Déjà, est-ce que vous pouvez nous représenter un peu le Théâtre des réalités? Il me semble qu'il y a quasiment tous les aspects du théâtre qui sont, du cinéma également. Mais oui, parce que déjà j'ai commencé ce festival là, en disant que l'art que je faisais, qui est le théâtre, qui est un art fondamental, qui avait besoin d'espace pour la promotion, pour aider à la création, aider la diffusion, et en même temps, le théâtre en lui seul, ne pouvait pas drainer tout le public. Donc petit à petit, j'ai élargi la programmation à la musique, au cinéma et à d'autres disciplines artistiques. Je rappelle également que vous êtes comédien, metteur en scène et auteur. On va bien sûr revenir sur certains aspects de votre profil tout au long de cette émission. J'ai également le plaisir de recevoir 2 autres invités. Je vais commencer par Monsieur Draman Traoré. Bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Bonsoir, Vous êtes scénariste, réalisateur du film Koulekan qui a eu plusieurs prix. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le synopsis de ce film? C'est un film qui me parle à moi déjà, parce que c'est la vie d'une veuve qui a perdu son mari, qui vit actuellement avec ses 2 enfants. Voilà, donc elle se bat pour l'avenir de ses enfants-là. En fait, seule, c'est pas facile pour une dame de subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, vous êtes donc réalisateur, producteur autodidacte. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu 12 sélections, 6 prix. On va revenir bien sûr sur ces aspects. J'ai également le plaisir de recevoir notre jeune frère Gaoussou Tangara. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plus connu sous le nom de Basekou. Vous aussi, vous êtes réalisateur. Vous êtes d'ailleurs enseignant à l'université. Vous donnez des cours d'infographie et de cinéma. Je sais que vous êtes cofondateur d'une entreprise qui fait dans la production. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Je suis directeur général de Vortex Group, qui est une boîte de production cinématographique et audiovisuelle, et aussi enseignant en infographie 3D au niveau du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia à la Faséké-Kouyaté. Merci, messieurs. Messieurs, avant de prendre votre point de vue sur ce secteur cinématographique, je vous invite à suivre notre grand angle. C'est un grand reportage qui donne la parole aux différents acteurs du secteur. Vous allez voir que c'est un secteur qui, comme on le dit, regorge beaucoup de potentialités, mais qui est traversé par quelques difficultés. Deli ka kɛ cogo min siya yata bere de yira da honna a fɔra cogo min a kɛ ten. Les années 70, 80 et 90 correspondent à l'âge d'or du cinéma malien. Les productions étaient très appréciées localement et lors des festivals internationaux. À l'époque, ce secteur était considéré comme un des outils les plus importants pour la promotion de la culture du pays et de construction citoyenne.
De nombreux cinéastes nationaux remportaient régulièrement de prestigieux prix internationaux. Parmi ses mérites, on peut notamment citer Hassan Kouyaté, Boubacar Sidibé, Ibrahim Touré, Cheikh Oumar Sissoko ou encore Souleymane Cissé. Considéré comme l'un des plus grands cinéastes maliens, Souleymane Cissé se rappelle des conséquences de la réalisation de son premier film dans les années 60. On est de la génération qui a eu la chance, au temps de Modibo Keïta, d'aller faire des études, des hautes études cinématographiques. Et en revenant au Mali, on croyait qu'on allait créer l'industrie cinématographique au Mali. Mais quand on est venu, le premier film que j'ai pu réaliser, ça m'a causé la prison. J'ai passé 10 jours enfermé dans la grande prison de Mogokroa. Quand mes parents, ma famille, mes amis se sont battus pour que la vérité soit faite, et une fois que la vérité est faite, je trimballais ma vie pour que je puisse au moins encore réaliser un autre film. Réaliser d'autres films, Souleymane Cissé l'a fait. Il compte à ce jour pas moins de 10 longs métrages, une trentaine de films documentaires et reportages. Mais il s'est dit inquiet de la trajectoire que le secteur cinématographique national est en train de prendre. Une trajectoire qui ne l'amène pas vers le développement d'une véritable industrie du 7e art. Le Mali, dans sa richesse, il est condamné à créer l'industrie cinématographique audiovisuelle. Parce que le monde entier a besoin de connaître ce pays. Alors, mais les politiques d'aujourd'hui et certains d'hier n'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'on n'en parle même pas. Finalement, j'ai l'impression qu'on a enterré le cinéma au Mali. On crée des services, des sections, il y a le Centre national de cinématographie, il y a ceci, cela, mais ça ne bouge pas. Le président de l'Association des producteurs de cinéma audiovisuel estime que la nouvelle génération occupe une place plus importante actuellement dans la chaîne de production cinématographique locale que par le passé. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire des films 100% maliens. Quand on va répartir 30-40 ans en arrière, le cinéma malien était dans son meilleur jour avec des films qui ont des financements à hauteur de milliards et tout ce qui va avec, mais quelle était vraiment la part du Mali dedans? Quelle était la part de créativité du Malien dans tous ces systèmes, côté équipement, côté même scénarisation, sur toute la chaîne? Mais aujourd'hui, on arrive à voir des films de très bonne facture qui font le tour du monde, qui sont faits de bout en bout par des Maliens. Et cela est une note d'espoir pour le futur de notre cinéma. À la question de savoir comment le cinéma malien a été relégué au second plan sur la scène continentale, d'aucuns l'expliquent par le manque de formation des personnes évoluant dans le secteur. On a plus un problème de formation. Parce qu'il y a des gars qui arrivent à faire leurs films, il y a des gens qui arrivent à financer leurs films, même au Mali, et ils ne s'arrêtent même pas. Pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à le faire? Parce que la formation n'y est pas. Nous ne savons pas comment générer de l'argent. Et ça revient à nous ne savons pas comment vendre nos films. La production, elle se fait. Il y a des centaines de films qui se font au Mali. Mais très généralement, c'est des films qui finissent dans les tiroirs. C'est des films qui n'arrivent pas à se faire vendre. Parce que normalement, tout ce dont on a besoin, c'est d'un premier film. Et avec les recettes de celui-là, on fait le second, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est la formation qui manque. Les réalisateurs manquent de formation. Les producteurs, je considère qu'on n'a même pas de grands producteurs au Mali. Et on va voir que même dans le passé, à l'époque où on faisait de grands films au Mali, les producteurs, c'était les réalisateurs. Ils avaient la double casquette de réalisateur-producteur, donc ils produisaient seulement leurs propres films. Alors que le producteur, c'est le cœur d'une industrie. Les jeunes ont beaucoup de potentialité, ont beaucoup, comment on appelle, parce que je vois dans les journaux, je vois sur Internet qu'il y a des formations en ligne, des formations en ligne. Il y a des anciens qui sont à côté, qui peuvent les former, même si tu ne vas pas dans une école où on forme. Mais il suffit d'aller se confier à un ancien
cet ancien-là peut t'aider. À cette difficulté s'ajoute l'épineuse question du financement. C'est qui, à en croire les spécialistes du domaine, empêche le développement du secteur. Mais certains arrivent à trouver quelques fonds grâce au concours des ONG et autres organisations. Mes films, j'arrive à les faire financer avec des organisations, les ambassades, ainsi de suite. J'étais au FESPACO l'année dernière. Mais je voyage beaucoup, je vais dans différents festivals. Je vois que nos films sont primés là-bas. Hein? Mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Parce qu'on n'a pas de sous. On n'est pas beaucoup soutenu. C'est ça. Le cinéma ne peut pas se faire sans moyens financiers. Et ça, il faut qu'on le mette en tête. Et l'État peut très bien l'organiser avec les privés. Encourager les privés à s'engager dans l'industrie du cinéma. Pour le réalisateur Souleymane Cissé, qui dit garder espoir, l'industrie cinématographique passe par la volonté de tous. L'industrie cinématographique, ce n'est pas que l'État. Tous les fils de ce pays sont concernés pour créer cette industrie cinématographique. Il y a l'intelligence, il y a le savoir-faire. Quoi qu'on fasse, tôt ou tard, l'industrie cinématographique verra le jour au Mali. Quoi que l'on fasse, l'industrie cinématographique verra le jour au Mali. Messieurs, avant de revenir sur cette question, déjà une réaction par rapport au reportage que l'on vient de voir, Monsieur Traoré. C'est un très bon reportage qui pose le diagnostic. Le diagnostic du cinéma au Mali aujourd'hui, c'est vrai, ils ont parlé des différents mots qui existent. Maintenant, j'espère qu'au long de cet entretien, nous pourrons trouver des solutions, proposer des remèdes pour ce grand corps malade qu'est le cinéma malien. Justement, en tant qu'acteur du secteur culturel, quel est votre regard par rapport à cette question du cinéma et de son industrialisation? Le problème est tout justement parce qu'on n'a pas de politique. Et une politique, ça veut dire que c'est des mesures qui sont réfléchies pour apporter des solutions. D'abord, le cinéma. Vous ne pouvez pas parler du cinéma sans parler des moyens de production d'abord. Ça, c'est une première étape. Quels sont les mécanismes aujourd'hui que nous avons pour financer le cinéma? Ça, c'est une première question. Au-delà de toutes ces problématiques du financement, quelle est la chaîne des métiers? Le cinéma, c'est un ensemble de corps de métiers. Et vous ne pouvez pas avoir un développement si vous n'avez pas sur tout le long de l'industrie du cinéma. Parce que quand on parle d'industrie, on oublie une notion fondamentale qui est l'usine. C'est avec l'usine que l'occidental a commencé le développement. Et vous ne verrez jamais une usine avec un corps de métier. Avant même la naissance de l'usine technique comme on le connaît, on avait les salles de spectacle qui étaient les lieux où différents corps de métier se mettaient ensemble pour produire un produit, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une pièce de danse, etc., ou la musique. Donc, c'est avec le cinéma qui arrive en 7e position, 7e art, qui résume tous ces arts-là. Il faut la chaîne des métiers. Si on n'a pas cette chaîne des métiers, rien difficile de mettre la plus grande étape en place. C'est boiteux. Bon, je salue vraiment le reportage là. Ça met vraiment l'accent sur tout ce qui est en jeu par rapport au cinéma du Mali, notamment les défis à relever, surtout avec l'intervention du président des producteurs et surtout les espérances aussi que notre cher aîné Souleymane Cissé a partagé. Donc, comme l'a dit M. Traoré, c'est vraiment un reportage qui fait une analyse. Mais justement, vous, en tant que jeune acteur qui évolue dans ce secteur, au regard de toutes les difficultés qui ont été évoquées à l'instant, vous, qu'est-ce qui vous interpelle? En tant que réalisateur, moi, je peux dire déjà que les aînés ont mis la barre vraiment haute, déjà. Donc, ça fait que nous, jeunes, nous devons travailler sur tous les aspects et essayer peut-être à réussir là où ils n'ont pas vraiment pu, ils ne sont pas arrivés, en fait, à mettre en place cette industrie tant souhaitée.
Vous avez réalisé un film qui est, je l'ai dit, qui a été primé, qui a été réalisé donc en 2022. C'est votre premier véritable film, Oui. on peut le dire ainsi. Justement, racontez-nous un peu comment vous avez fait pour en arriver là au regard des difficultés précitées. Comme le reportage l'a dit, en fait, je pense qu'il y a un problème de décision politique déjà. Et l'environnement cinématographique aujourd'hui, actuel, ça ne nous permet pas vraiment de pouvoir développer des projets cinématographiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fonds. Moi, par rapport à Koulikan, par exemple, c'est sur fonds propres, du début jusqu'à la fin. Intégralement financé par vous-même. Et par la boîte Golden Light. Et le producteur, c'est mon collègue aussi, un ami, qui est aussi dans la boîte Golden Light. Donc c'est vous-même qui avez entièrement produit votre film et vous pensez que vous pouvez répéter ce genre d'action, produire continuellement comme ça sans fonds extérieurs? Sans vous mentir, c'était pas facile, c'était pas donné. J'imagine. Et c'est juste un film qui fait 17 minutes, c'est un court-métrage. Mais ce qu'on a mis réellement dedans pour qu'on puisse avoir ces résultats-là, ça avoisine les 3 millions. C'était ça ma question suivante, mais vous avez anticipé. Messieurs, je vous invite à regarder le poids des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. On parle d'un secteur de plus de 3 000 milliards de francs CFA, un secteur qui pèse plus de 3 000 milliards de francs CFA en Afrique. Et c'est un secteur qui emploie plus de 5 millions de personnes en Afrique. Ça, c'est d'après le rapport de l'UNESCO, un rapport 2021 sur les tendances et les perspectives de l'industrie cinématographique en Afrique. C'est d'ailleurs l'un des rares, sinon le seul rapport sur ce secteur en Afrique. Monsieur Traoré, quand on regarde un tel poids, quand on regarde un poids de 3 000 milliards, est-ce qu'on peut dire que c'est sous-évalué par rapport aux potentialités de l'Afrique, par rapport même à ce qui s'est fait en Afrique de façon générale? Je dirais que oui, que c'est sous-employé parce qu'en même temps, le marché n'est pas très structuré. Hormis les quelques festivals, je parle en Afrique du Nord et du Sud, et Afrique de l'Ouest, le FESPACO et les journées cinématographiques de Carthage, on a rarement des espaces de diffusion. Et ça, c'est des moments ponctuels. Au-delà de ça, le cinéma ne circule pas. Vous voyez aujourd'hui, au Mali, vous pouvez citer combien de salles de spectacle? C'est vrai qu'on a très peu de salles noires, très peu Non, de mais salles de c'est spectacle. Ça n'incite pas... Voilà, donc du coup, on ne peut pas développer un public avec ça. Et alors, donc, le cinéma voyage peu parce qu'il n'y a pas des programmes de coopération entre les différents États. C'est beaucoup plus facile de voir un film. Moi, les films de Abdraman Sissako, les films, je les ai vus en Europe, mais je ne les ai pas vus en Afrique ici. Il y a tout un tas de questions à se poser par rapport à la circulation et à la diffusion même des films des réalisateurs africains. Par exemple, c'est plus facile d'aller voir le Thé Negra, qui est le dernier film, le film de Abdraman Sissako, qu'on a vu en Europe, mais qui, peut-être une première en Mauritanie où il vit. Sinon, on ne l'a pas vu au Mali, peut-être qu'on le verra au FESPACO. Bon, il y a ce problème-là déjà qui est important, qui fait que le poids sur l'économie est minoré. Il y a aussi le fait que, bon, ça c'est le bout de la chaîne, la diffusion. Mais la production même, il y a, aujourd'hui, on parle du chômage et tout, mais c'est le nombre d'emplois qu'on peut créer autour du cinéma qui fait que... Et ça n'apparaît pas souvent. Donc c'est vraiment une vraie industrie où on doit y aller, on doit mettre les moyens pour que ça génère des profits. Certains films qui sont même produits parfois même au Mali, localement, qu'on n'arrive pas à les visualiser facilement localement. On peut les voir en salle en Europe, on peut les voir en salle dans d'autres pays, même d'Afrique. C'est difficile. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous travaillez justement avec les médias, les télévisions? En fait, on a un problème de distribution. Parce que tu peux faire un film, mais comment est-ce que tu dois montrer le film aux gens? Est-ce qu'il faut une communication autour du film? Malheureusement, comme il a si bien dit, il y a cette chaîne de valeur qui manque en fait. C'est-à-dire que de l'écriture jusqu'à la diffusion, il
y a beaucoup de corps de métier dedans. Bon, nous, c'est quoi? Tu es réalisateur, donc nous, tu es tout à la fois. Exactement, tu es producteur, tu es ton distributeur. Donc à un moment donné, il y a un problème à un certain niveau de la chaîne, en fait. Donc c'est ce qui arrive. Par exemple, moi, mon film, pour l'instant, ça a été diffusé que dans les festivals. Et pourquoi? Parce que justement, vous n'avez pas trouvé ce maillon-là qui peut faire le lien, qui peut peut-être faire la distribution. Exactement, il me faut un distributeur. Peut-être il me faut un distributeur pour pouvoir diffuser le film peut-être dans les salles. Bon, comme c'est un court-métrage, les courts-métrages aussi, c'est différent des longs-métrages. Le long-métrage, c'est beaucoup plus facile de les diffuser. Même les longs-métrages aujourd'hui africains, comme il a si bien dit, moi-même, il y a pas mal de films, j'ai envie de les voir, des films africains, mais je ne sais pas où je peux les avoir. M. Tanga? Oui, bon, par rapport déjà aux chiffres là, par rapport à l'Afrique, moi je dirais que c'est vraiment peu quoi en fait. C'est au regard de l'industrie cinématographique mondiale, souvent si on prend un seul film, tu vas trouver que le budget de ce seul film-là est 2 fois, sinon 3 fois plus élevé que tout ce que l'Afrique peut générer comme revenu en termes de cinématographie ou d'industrie. Je prends l'exemple, par exemple, sur un film de Luc Besson, je crois, oui, The Dogman. Tu vois, ça a été financé à 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour un seul film, et tu vas trouver... Il y a même des films qui vont au-delà des 20 millions. Voilà, donc ça c'est près de 14 milliards de francs CFA ou sinon plus. Donc déjà, quand on regarde le chiffre en Afrique, c'est vraiment peu en fait. Si je reviens à son cas par rapport à la diffusion ou la distribution des films, effectivement, nous, on fait des films, on a une boîte de production. Par exemple, on a eu à faire un long métrage policier qu'on a autofinancé. On a mis tout dedans et heureusement, on a pu prendre la salle Babemba une semaine d'affilée. Mais vu que c'est la seule salle, entre guillemets, voilà, les gens ont aimé le film, il y avait le public, mais une seule diffusion, ou les diffusions pendant une seule semaine dans la seule salle Babemba ne nous a pas permis en fait d'amortir les coûts qu'on a mis dans la production. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il y avait plusieurs salles dans plusieurs localités, ça aurait facilité, parce que ceux qui sont par exemple à Bamako, il y a d'autres qui veulent voir ça à Ségou, à Sikasso, etc., etc. Donc ça ne facilite pas les choses. On va voir cette autre infographie qui va nous amener à parler justement des difficultés. Arrêtons-nous d'abord sur les difficultés en Afrique. On parle des difficultés de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. On parle de 44% des pays qui disposent de commissions cinématographiques en Afrique, 44% de pays seulement. L'autre difficulté, c'est que 55% seulement de pays ont des politiques de soutien, et c'est là où, M. Traoré, je reviens, des politiques de soutien de l'industrie cinématographique. Ça veut dire que nos dirigeants africains et même au niveau local n'ont peut-être pas compris l'importance de ce secteur, ou ce secteur fait-il peur? Monsieur Traoré, parce que tout à l'heure, on entendait, je crois, Monsieur Cissé, Souleymane Cissé dire que lui, lorsqu'il a fait son premier film, il a été emprisonné, il a eu des difficultés. Est-ce que ce secteur aussi fait peur? Oui, bon, il peut faire peur, mais c'est... Aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique et tout cela, on n'a pas besoin, on ne peut pas brimer un peuple. Bon. Aujourd'hui, la France a tout fait pour bloquer le film Tcharoy. Mais cette année, le film Tcharoy de Sambène est au Festival de Cannes. Qui raconte justement l'histoire des... Bon, donc, ça, c'est une très, très mauvaise politique. Et en même temps, nous, en Afrique ici, nous avons reçu le cinéma en tant que consommateurs. Malheureusement, nous ne sommes pas passés dans les coulisses pour voir tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à sortir de notre gestion folklorique de la culture pour comprendre que cette fois-ci, une industrie comme le cinéma génère des profits. L'industrie du cinéma vient aux États-Unis avant l'industrie de l'automobile. Ouais. Bon. Prenons un cas comme le Maroc. Au mois de mai dernier, j'étais avec... la mère Rahelou, qui est la mairesse de Rabat, et lors de notre entretien, quand le maire de Bamako, Sangaré, a demandé à la rencontrer, j'étais là parce que je travaille pour elle. Et alors elle disait au maire de Bamako, qu'est-ce que
le directeur des relations internationales Touré, il est là, s'il m'entend, il peut le témoigner. Et Rachel lui disait, je suis en train de construire à Rabat 9 complexes dans les 9 arrondissements de Rabat. 9 complexes de cinéma. Pas une seule salle, complexes. Des complexes donc complets, en fait, avec plusieurs annexes, voilà, plusieurs dans chacun des arrondissements de Rabat. Bon, il y a ce problème-là. Pour nous, c'est les espaces, le lieu de diffusion, mais en même temps, il faut arriver à mettre en place une politique. Une politique, et dans la politique, on a vu les grands pays un peu partout. Le Canada, les États-Unis ont cassé, mais le Canada et l'Europe, parce que dans le plan Marshall, il y avait le plan Brownsberg qui empêchait les États européens d'avoir une politique cinématographique, qui a été dénoncée plus tard. Bon, or, cette politique cinématographique, ça part sur quoi? Ça se base sur les quotas écrans. Aujourd'hui, vous prenez nos télévisions, aujourd'hui au Mali, ici, à 19h, les films qui passent, ce n'est pas des réalisations maliennes. Films locaux qui passent. Il y a toute une politique derrière ça. Et la culture en perd quelque chose, effectivement. Bien sûr. Justement, une réaction par rapport à ces difficultés que les acteurs du secteur rencontrent. On parle de 19 pays africains sur 54, donc 35% offrent un soutien financier, donc ils n'ont aucun soutien financier quand ils tournent. Là aussi, encore une autre difficulté. Ouais, ça, c'est la très grande difficulté, en fait, parce qu'en réalité, quand il y a le soutien financier, la chaîne va démarrer, quoi, en fait, en réalité. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas ça que tous les problèmes résident, en fait. Et surtout par rapport à la politique de nos États, ils doivent comprendre, en fait, qu'il y a, deux façons de voir le cinéma, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Par exemple, chez les Américains aux États-Unis, chez eux, c'est vraiment sur le plan business, quoi, en fait. Le cinéma, c'est du business, c'est pas que de la culture. Et quand je dis business, quand un film est fait, c'est fait pour les salles de cinéma. Et tu vas voir que dans la semaine, en box-office, le film va générer des revenus. Et là, les films, c'est fou de traiter des questions culturelles ou des questions politiques. L'important, vraiment, c'est de faire de l'argent, en fait. On peut faire le même système. Je crois que le Nigeria même doit, en fait, l'éveil de son cinéma à cause de ces box-office-là. Au regard des chiffres, on sait que la production, si c'est basé uniquement sur la culture ou sur les aspects politiques, ça ne pourra pas générer ce genre de revenus. Donc, il faut qu'on ait conscience, vraiment, nos politiques, de voir au cinéma, pas que de la culture, mais du business. Voilà. Bon, quand on parle d'industrie, ça montre tout de suite qu'on fait allusion aussi à l'économie. Mais justement, ce que disait M. Tangara tout de suite là, c'est peut-être l'innovation autour des diffusions. On parlait tout à l'heure de cinéma. Est-ce que justement le cinéma n'est pas amené à disparaître quand on voit les nouvelles générations de diffusion pour voir un film, je pense, pour ne pas citer Netflix et bien d'autres plateformes en streaming même qui permettent de regarder les films. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir des cinémas un peu partout, ça peut être votre excuse, vous qui êtes dans le secteur? Non, je pense que ça va être difficile que les cinémas disparaissent, à mon avis. Parce que regarder un film sur un petit écran ou à la télévision, c'est différent de regarder un film dans une salle. Ce n'est pas les mêmes sensations. C'est pas les mêmes sensations. Les cinéphiles, quand même, ils auront toujours cette envie d'aller regarder. Tant qu'on fera des films, les salles vont exister et les gens vont aller regarder les films. La preuve, aujourd'hui, quand vous avez fait Policier, tu vois, si la salle était pleine. Tu vois, donc, par exemple, au Mali, les gens aiment aller regarder les films. Mais en réalité, malheureusement, on n'a pas de production. Parce qu'on ne peut pas aller regarder les films s'il n'y a pas de production. Et les productions, pourquoi on n'a pas de production? On l'a déjà traité ce sujet-là ici. Parce qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas l'argent. Donc aujourd'hui, si par exemple les banques ou peut-être quelques annonceurs sont un peu réticents pour financer les films, parce qu'ils savent qu'en retour, il n'y a pas de retour sur investissement. Pas de garantie. Pas de garantie. Par exemple, l'État, je pense que l'État, quelquefois, a tenté, même au CNCM, je pense qu'il finance quelques films. Mais souvent, c'est des films qui sortent jamais. Donc après, tu finances, mais au bout de la chaîne, il n'y a pas le produit. Pourquoi? Monsieur Traoré, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Est-ce qu'on peut
financer un film et ce film ne sort pas? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a... Je pensais qu'une fois qu'on avait les fonds, ça voulait dire que voilà, on pouvait produire à il y a la gestion aussi. Il y a un problème de gestion. Vous savez que ce n'est pas uniquement que dans le secteur de la culture où on parle de corruption. Bon, il y a tous ces phénomènes-là qui existent. Aujourd'hui, je crois que c'est une question du serpent qui se mord la queue. Et on ne peut pas résoudre ce problème-là sans l'étudier et segment par segment. Il y a eu tantôt une des choses très importantes. Moi, j'ai travaillé sur le projet de coopération du Danemark avec le Mali. Et à un moment donné, une des choses que moi j'ai réussi, c'était un peu l'appareil de post-production qui existe au CNCM. Et en plus de cela, j'avais négocié la formation d'une personne pour travailler sur la numérisation. Parce que les archives du cinéma malien sont en balade. Après la Yougoslavie, c'est au Maroc. Pour moi, et la post-production, c'est aussi, ça coûte très cher et il y a eu toute une politique aussi de certains États dans ça. C'était pour casser tout ça que j'ai proposé aux Danois de mettre l'accent sur ces investissements-là. Et je sais aujourd'hui, pour répondre encore une fois à votre question, que la personne qui a eu cette bourse-là, finalement, c'était quelqu'un qui était à 6 mois de la retraite. Donc, ce qui a compliqué quelque peu les choses. Monsieur, je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à évoquer donc, la question de liberté d'expression et le piratage dans le domaine cinématographique. On parle de 47 pays qui signalent des contraintes liées à la censure, à l'auto-censure également. Il y a des pays où on ne peut pas tourner sur tous les sujets que l'on veut. Près de 50% des recettes sont occasionnées par le piratage. J'ai cru entendre que certains sont heureux de savoir que leurs films sont piratés. Oui. C'est une boutade ou bien c'est réellement non, ça? Souvent, ça fait de la promotion, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est vrai que c'est piraté, mais ça aussi, ça fait souvent de la promotion. Par exemple, aujourd'hui, puisqu'on a cette difficulté-là de financement, et par rapport à nos projets, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se rebat? On se rebat sur le numérique maintenant. C'est-à-dire qu'on va se rebattre sur YouTube, on va se rebattre sur des plateformes comme Wido ou Voxda, par exemple. Parce que ces plateformes qui sont rémunérées quand les gens regardent rémunérées, mais bon, ça c'est un autre débat. Parce que là, ça c'est un autre débat. Parce qu'ils vont te prendre 50% qui n'est pas... c'est mieux que rien, d'accord. Pas mieux que rien, ça c'est de l'exploitation. Voilà, c'est de l'exploitation. Donc, tu vois, donc là, on n'a pas le choix en fait. À un moment donné, le piratage, par exemple, quand tu fais les séries, des fois, quand tu mets sur YouTube, n'importe qui peut aller prendre. Tu ne peux pas empêcher les gens de faire ça. Mais ça t'arrange parce qu'aujourd'hui, YouTube rémunère. C'est ce qui fait que tout le monde se rabat maintenant sur YouTube. Il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que justement, Monsieur Tangara, est-ce que justement là, ça ne casse pas un peu plus le travail qui est fait, justement le fait d'avoir ces plateformes où les gens, vous parliez tout à l'heure du cinéma, quand vous partez au cinéma, vous devez payer pour voir un film, alors que sur ces réseaux, apparemment, on ne paye pas, en tout cas pas de façon cash, même si on peut payer de façon indirecte. Je ne dirais pas que ça casse. En fait, il faut voir en toutes choses, surtout les choses qui sont de l'innovation, en fait, une opportunité. Il faut voir en ça comment en tirer profit. Par exemple, qu'est-ce que certains films font après leur box-office, c'est-à-dire leur passage dans les salles de cinéma. Ils font déjà leur gain là-bas. Et après, le film est ensuite diffusé à la télé. Et quand le film fait le tour des différentes chaînes de télé, en ce moment, ils exploitent sur le numérique. Ça, c'est une des possibilités, par exemple. Au lieu que ça devienne un problème, en réalité, c'est une autre alternative parce que tout le monde ne regarde pas la télé, tout le monde ne va pas au cinéma. Et être, sur son lit couché avec une tablette ou avec son smartphone en train de regarder son cinéma, ça peut aussi faire plaisir à certains, tout comme d'autres se sentent à l'aise dans les salles de cinéma avec toutes les commodités. Donc, il faut voir en tout cas. Juste pour ajouter, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont vers le numérique maintenant. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, même les bonnes dans les maisons ont leur téléphone. Voilà. Oui, mais le problème, c'est encore une question politique. Prenez un pays comme le Kenya et l'Afrique du Sud, ils ont instauré des taxes sur le numérique. Et même ces pays, ces grands pays occidentaux, ils mettent des taxes sur les GAFA.
et Netflix même. Ouais. Bon, maintenant, mais nous n'arrivons pas à mettre en place une politique dans ce genre-là qui va nous permettre de pouvoir taxer ces grandes chaînes. Ça, c'est une première erreur. Et une seconde erreur que nous commettions à ce moment-là, c'est, par exemple, qui est évident. Regardez, les pays de l'UEMOA, le 23 septembre 2023, il y a eu une directive de l'UEMOA qui a été homologuée. Dans quelle directive tous les pays doivent avoir leur politique nationale. Déjà, un pays comme le Burkina taxe la RPC, la rémunération de la copie privée, à 10%. Ce qui permet au Burkina de générer 2 milliards. Le Mali n'arrive même pas à avoir une taxe de 1,5%. C'est une question de politique en ce moment-là et de décisions. Donc, c'est où situer notre priorité. Monsieur, on va justement poursuivre en regardant cette autre infographie qui va nous amener à parler du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. C'est un fonds qui a été créé par la République du Mali en mars 2018. La dotation initiale devait être de 6 milliards de francs CFA, mais jusqu'aujourd'hui, cette dotation n'a jamais donc vu le jour. Qu'est-ce que ce fonds-là aurait pu changer? Qu'est-ce qu'un tel fonds peut changer justement pour vous, acteurs du secteur, messieurs? D'abord, aujourd'hui, un réalisateur, il va se présenter à la banque, il n'est pas crédible. Ils ne vont pas lui donner de l'argent pour ça. Et l'OIF avait mis en place des fonds de garantie pour les autres États. Au Mali, cet argent n'a jamais été utilisé. Bon. Mais si on arrive à mettre en place un fonds pour 6 milliards, ça veut dire que nous arriverons en ce moment-là à financer notre propre production, parce que si c'est des fonds tendus et tu peux pas, il n'y a pas de pré-achat, il n'y a pas de mécanisme de vente et tout, il n'y a pas de salle de spectacle, mais si tu vas à la banque, il faut déposer des garanties. Et alors après, qu'est-ce qui te prouve et que tu ne peux pas continuer en tant qu'après de faire la réalisation, d'être le producteur, de faire la distribution, etc., etc. Bon, donc, c'est à perte. Avec de tels fonds, on pourrait développer la chaîne des métiers, on pourrait mettre en place des mécanismes de garantie pour les réalisateurs, et c'est clair et net que c'est du souffle qu'on met dans toute l'industrie. Ouais. Ouais, bon, pour le cas du fonds d'appui à l'industrie cinématographique du Mali, le doter des 6 milliards qu'il faut, ça ne va que booster en fait la création cinématographique du Mali. Par exemple, pour ma part, il y a eu une première expérience où j'étais parmi les heureux bénéficiaires. C'était pour un appel de ce fonds-là? Oui, de ce fonds. C'était une expérience en fait pour voir un peu le mécanisme de financement. C'était pas une dotation initiale, je crois qu'ils ont pris sur le budget de fonctionnement pour essayer d'accompagner quelques projets, soit en phase de développement ou en phase de production. Et ces fonds m'ont permis, par exemple, de démarrer la phase de production. Pour mon projet, je crois à l'époque, c'était un truc de 2 millions de francs CFA. J'ai pu démarrer quelque chose et ce projet continue son développement. Et grâce à ces fonds, j'ai pu accéder à d'autres fonds tels que le Centou, le fonds Maya et ainsi de suite. Mais si je n'avais pas eu le fonds du FEC, je n'aurais pas pouvoir démarrer ces projets-là. Il a fallu que les autres fonds voient l'état d'avancement de ces projets-là pour mettre leur confiance en ces projets et continuer. Et bon nombre de projets meurent peut-être à l'état embryonnaire en phase de développement alors que c'est des belles idées et ainsi de suite. Donc s'il y a un fonds qui est là, qui puisse garantir toute la chaîne à partir du développement à la production jusqu'à la post-production, pourquoi pas même soutenir la distribution, ça ne peut que nous réconforter. En fait. Voilà un fonds public, mais il y a un autre fonds qui apparemment, vous êtes bien acteur, vous avez cité tout à l'heure le fonds Maya. D'ailleurs, on avait invité le directeur qui malheureusement pour des raisons d'agenda n'a pu être avec nous. Mais vous justement, comment vous financez? C'est ce genre de fonds, j'ai cru comprendre que c'est l'un des fonds les plus dynamiques. C'est ce genre de fonds-là il y a même des fonds à l'international où des gens vont, vont postuler pour les avoir. Comme vous l'avez si bien dit, avec les 6 milliards, la caisse elle est vide. Donc déjà, en tout cas, les choses ont été votées. Mais il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas trop compter sur ça. Ce qu'il a dit, le fonds FAIC, par exemple,
Moi, j'en ai bénéficié 2 fois par rapport à un documentaire. Pour la production déjà du film, j'ai payé 2 millions et quelques. Bon, sur un budget de plus de 10 millions que j'avais demandé. Vous aviez sollicité 10 millions, vous avez eu 2 millions. Bon, et vous avez réussi quand même à travailler avec. Oui, vous vous êtes moi, c'était débrouillé. 25 millions, mais j'ai eu 2 millions. Ah là. Donc, au moins, j'ai pu réaliser, le documentaire. Après, il y a eu un autre appel. Donc, finalement, je me dis, bon, puisque c'est eux qui ont financé la production, donc je vais postuler aussi pour la post-production. Bon, en fait, c'est bien, pour un départ, c'est très bien. Déjà, moi, il y a une volonté, il y a une politique qui est là, même si ce n'est pas abouti à 100%, parce qu'on on a plus besoin de ça. Moi, je pense que le fonds, 6 milliards, c'est bien. Mais avant ça, il faut essayer de structurer les secteurs. Parce que ces fonds-là, pour moi, là où j'ai perçu ça vient et que ce secteur n'est pas structuré, on risque de dilapider l'argent. Parce que la chaîne dont on parle, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des auteurs qui sont bien formés, qui vont te donner un bon scénario. C'est difficile d'avoir des réalisateurs qualifiés. Nous, pratiquement, on est tous pratiquement autodidactes. Et le plus important, c'est les producteurs. Parce qu'un producteur, il doit être au début et à la fin. Et vous soutenez ce que disait quelqu'un tout à l'heure dans le reportage qui disait qu'au Mali, on n'a pas de véritable producteur. Bon, je ne soutiens pas trop. Oui, bon. Pourquoi je ne soutiens pas? Excuse-moi. Parce qu'en réalité, on a vu des grands films maliens, en fait. Par exemple, quand on prend les films de Souleymane Cissé, je sais qu'à la direction de la production, il y avait Salif Traoré. Donc, on ne peut pas dire que les films de Souleymane Cissé ne sont pas des films de qualité. Et c'était géré par les mêmes Maliens. Ils sont toujours là, heureusement, vivants avec nous. Et on peut toujours aller dans leur école, voilà, nous enseigner. Voilà, donc je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Oui, au fait, il a raison. Même là, je viens d'une formation avec Salif, qui m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, parce qu'il a fait travailler ses relations pour faire venir des producteurs, celui qui gère. Donc, en fait, il y a aujourd'hui cet héritage-là qui est en train d'être transmis, c'est ce que vous voulez dire? Oui, il y a ça. Mais je me dis, des fois, est-ce que souvent certains sont encore en service, au fait? Parce que des fois, aujourd'hui, si on veut faire des formations, on est obligé souvent d'aller chercher des formateurs ailleurs. Mais aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un, il disait qu'il veut faire venir un producteur du Sénégal. Monsieur Traoré, est-ce que justement aujourd'hui, on a, en parlant de formation, est-ce qu'aujourd'hui on a les instruments, pour ne pas dire les écoles, les institutions, les instituts qu'il faut pour bien former cette nouvelle génération qui arrive? Monsieur également, Monsieur Traoré d'abord. Non, au niveau de la formation, on pêche, on n'a pas. Et moi, pour parler genre du théâtre, j'ai enseigné durant plus de 10 ans à l'Institut national des arts. Tout à fait. Et quand vous prenez aujourd'hui l'INA, la section art dramatique, la section art dramatique forme que des comédiens. Il y a, dans les années 2000 par exemple, le Sénégal a fermé à un moment donné l'école des arts. Et il y a eu toute une réflexion et toute une correction. Quand ça a été réouverte, ça a pris le nom de l'École nationale des arts et des métiers. Tout à fait. Parce que ce qu'on oublie, c'est ça, le dynamisme. Comme je l'ai dit tantôt, que c'est la chaîne des métiers. Et une fois qu'on n'a pas travaillé, structuré pour avoir cette chaîne des métiers, ça ne marcherait pas. C'est ça la spécificité de l'économie de la culture. Salif Keita Domingo, paix à son âme, il pouvait aller jouer, se faire enregistrer, pris comme tout à fait, il pouvait jouer en Europe dans n'importe quelle équipe. Salif Keita Domingo, musicien, même s'il joue sur une scène, il y aura quelqu'un derrière qui va appuyer sur un bouton pour sonoriser. Il y aura quelqu'un qui va lui mettre la lumière dessus. Ça, c'est la spécificité de cette économie de la culture et qui sous-entend des différentes compétences qui se mettent ensemble et qui travaillent pour la création du produit. Et les Américains, ils ont tellement bien compris ça qu'on parle de casting et de la qualité de la production. En regardant un casting retenu par tel, ils vont te dire la qualité est garantie. Ce film-là est là. Bon, donc, c'est tout ce travail. À un moment donné, quand la technologie a avancé, qu'est-ce qui arrivait derrière, qui devenait le plus cher du cinéma?
c'était les artistes. C'est ainsi qu'on a créé la série des films de réalité, télé-réalité, pour créer son écurie, pour pouvoir vendre après, parce que c'est nous qui avons fabriqué tel personnage, tel acteur, et donc on va pouvoir le vendre. C'est toute une stratégie à ce niveau-là. Bon, donc nous, on se retrouve dans une situation où on n'a pas compris que c'est du business et c'est du développement. Je prends un petit exemple. Les États-Unis ont signé avec le Japon l'accord de la clause de la nation favorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un Japonais et un Américain ont les mêmes avantages dans les deux pays. Il se trouve que le Japonais, à un moment donné, avait un projet de film sur une histoire du Japon. Ce même scénario est pris par Spielberg. Et qu'est-ce qui va se passer in fine? Le 5e du budget de communication de Spielberg se trouve être le budget de production du Japonais. Le Japonais a été obligé de laisser tomber. Ça en dit long, votre exemple. Messieurs, je vous invite à regarder ce point de vue qui va nous amener justement à évoquer un autre aspect, le droit d'auteur. Donc, je vous laisse écouter la directrice, Madame Diallo Aïda. L'essentiel de notre recette aujourd'hui provient de la musique. Mais qu'à cela ne tienne, parce que les œuvres cinématographiques sont exploitées par les sociétés, les organismes de radiodiffusion et de télévision. Et si ces organismes payent la redevance de droits d'auteur, il y a une partie que nous répartissons aux ayants droit du cinéma, du secteur du cinéma. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous engageons des recettes, c'est de façon globale. Nous faisons un schéma de répartition. Il y a une partie qui est affectée au cinéma, une partie est affectée à la littérature, une partie est affectée à la photo, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela dépend de la consommation que les usagers font de ces œuvres-là. Dans le cinéma, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment les réalisateurs qui sont des auteurs en matière de cinéma. Il y a des scénaristes, les scénaristes qui sont aussi des créateurs en matière de cinéma. Et les producteurs, et ils relèvent de la gestion des droits voisins. Donc, tous ces acteurs bénéficient aujourd'hui des redevances de droits d'auteur ou de droits voisins. Depuis la création du Bureau malien du droit d'auteur, nous n'avons pas fait de répartition sur ces droits voisins. C'est un droit qui était prévu dans la législation, mais nous n'avons pas pu le mettre en œuvre. Mais actuellement, nous pouvons dire que les choses commencent à rentrer dans l'ordre et nous avons fait la première répartition des droits voisins. Et les acteurs du cinéma doivent s'attendre, si les œuvres sont exploitées et que ces œuvres engagent des droits, ils seront en conséquence rémunérés pour l'exploitation qui est faite de leurs œuvres. Quelqu'un qui utilise les œuvres littéraires et artistiques à des fins commerciales et en contrepartie, il ne verse pas de redevances, peut être assimilé à un contrefacteur. Quelqu'un aussi qui utilise nos œuvres dans un cadre commercial et qu'il n'y ait pas de contrepartie financière, cette personne aussi s'expose à des sanctions. Et les sanctions vont de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, s'y ajoutent des amendes. Et les amendes s'élèvent de 50 000 à 15 millions de nos francs. Messieurs, on peut le dire, à ce niveau, il y a quand même quelque chose qui est fait en matière de protection des œuvres, en matière de droit d'auteur. Bon, c'est selon ce qu'elle vient de dire, oui. J'imagine que vous n'avez pas encore bénéficié de ça. C'est ça, en fait. Ce qu'elle vient de dire, oui, peut-être au côté des niveau des artistes, musiciens et tout, je pense que là-bas, ça bouge un peu plus que par rapport au cinéma. En tout cas, pour l'instant, à un moment donné, moi, parce que j'avais fait une série sur Sherifla TV, qui est Dineni Maya. Bon, j'ai voulu déposer ça au niveau des droits d'auteur à l'époque.
franchement, je ne sais pas maintenant si les choses ont changé, mais je n'ai pas eu gain de cause. Donc, finalement, j'ai abandonné. Bon, pareil pour moi aussi. Hein. À la base, je réalise un célèbre film d'animation, Surukuba et Zuzaniba, qui est presque dans tous les téléphones. Et quand j'ai approché le bureau malien du droit d'auteur, en réalité, il n'y avait pas de mécanisme par rapport à ça, parce que c'est purement du numérique, c'est une innovation. Et là, les explications qui m'ont été données n'étaient pas assez satisfaisantes. Monsieur Traoré, qu'est-ce que justement ces droits d'auteur-là peuvent changer par rapport au secteur cinématographique? Ça peut changer beaucoup de choses. Notre sœur, on la félicite, elle fait ce qu'elle peut, mais elle travaille sur des textes qui, à mon avis, aujourd'hui, sont plus ou moins dépassés. Et en même temps, depuis longtemps, nous parlons des autres pays. Elle dit que ça va se mettre dans l'ordre bientôt. Mais dans les autres pays, on perçoit déjà les droits voisins. Déjà, est-ce que... Alors, pour nos téléspectateurs, pour moi, pour ceux qui ignorent un peu ce qu'on entend par droits voisins, c'est lesquels? Par exemple, les interprètes. Quand vous jouez, prenez un morceau, vous avez... le compositeur, le leader et celui qui chante. Et à côté de ceci-là, il y a ceux qui vont interpréter, jouer des instruments. Eux, leur droit, c'est le droit voisin. C'est comme dans le cinéma, tu as le réalisateur qui perçoit le droit d'auteur et tu as les autres comédiens qui vont jouer, qui vont être des droits voisins de celui du réalisateur. À partir de ce moment-là, et longuement au niveau du Mali, quand les gens sortaient au niveau de la musique, même quand ils sortaient l'album, vous prenez la jaquette, vous ne voyez que le nom de la chanteur ou de la chanteuse. Et à partir de là, les droits voisins qui doivent être payés aux autres instrumentistes, s'ils ne sont même pas signalés, comment on les percevoir? Ça, c'est un premier aspect. Pour le cinéma, il faut qu'on arrive à faire un travail entre le Bureau malien des droits d'auteur, qui va aller suivre ces films-là, savoir où est-ce qu'ils ont été diffusés et voir comment on pourrait percevoir des droits pour les réalisateurs et les ayants droit. C'est pas fastidieux? Mais il y a des accords entre les pays. Par exemple, au niveau de la sous-région, au niveau de l'espace francophone, etc., tous ces pays ont signé, par exemple, la Convention de 2025, la Convention de 2005, par exemple. Cette convention dit que, sur le plan international, les États ont le droit d'accorder aux artistes de n'importe quel pays les mêmes droits que les artistes de leur propre pays. Et c'est respecté? Ah oui, c'est respecté, sinon ça peut être... ça pourrait créer des problèmes. Des problèmes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, même des pays comme la Côte d'Ivoire ont demandé aux Maliens, au Bureau malien des droits d'auteur, de restituer de l'argent de certains de leurs créateurs dont les musiques sont sur les sonneries de téléphone au Mali et qui reçoivent de l'argent d'Orange pour ça. Donc c'est réciproque. Messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons revenir sur certainement l'un des plus beaux exemples en matière de cinématographie, en tout cas d'industrie cinématographique en Afrique. Vous découvrirez tout à l'heure ce pays dont je parle. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est une question très simple, messieurs. À quand une industrie du cinéma au Mali? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir trois invités, dont le directeur général de Acte 7 et du festival Théâtre des Réalités, monsieur Adama Traoré. Merci, monsieur Traoré, d'être resté sur le plateau. J'ai également le plaisir de recevoir monsieur Draman Traoré, scénariste, réalisateur du film Koulékan, un film qui a reçu plusieurs prix. Merci également d'être resté sur le plateau. Monsieur Gaoussou Tangara dit Basekou, réalisateur, enseignant en infographie 3D et en cinéma, est également sur le plateau. Messieurs, merci encore une fois d'être resté sur le plateau pour voir ce cas d'école qui va nous permettre de parler de la première industrie cinématographique d'Afrique et deuxième industrie cinématographique au monde.
Au Nigeria, plus de 2500 films sont produits par an, ce qui en fait la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde après Hollywood aux États-Unis et avant Bollywood en Inde. Cette industrie rapporte plus de 365 milliards de francs CFA par an et emploie plus d'1 million de personnes dans le pays selon le Nairametrics. Après le secteur agricole, Nollywood est tout simplement le deuxième plus grand employeur au Nigeria. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le célèbre formateur nigérien en photographie et en cinéma Leke Alabi Isama, deux grandes périodes ont particulièrement marqué l'émergence de Nollywood. Il s'agit de l'ère du boom de la vidéo amateur qui correspond aux années 90 et l'ère du nouveau cinéma nigérien à partir de 2002-2003. Leke Alabi explique que le cinéma nigérien doit son évolution à Kenneth Neboué qui, en 1992, lorsqu'il a écrit son film intitulé Living in Bondage, au lieu de suivre le processus normal qui consiste à présenter le film en avant-première au cinéma, puis une fois le film terminé, à le distribuer sur VHS, Kenneth l'a enregistré directement sur VHS et a lancé l'ère du boom de la vidéo à domicile. Raconte Leke Alabi Isama qui ajoute que c'est à partir de ce moment et pendant la décennie qui a suivi que des milliers de films ont commencé à être produits de la même manière. C'est-à-dire qu'ils étaient directement enregistrés sur VHS et ne passaient plus par les salles de cinéma. Ce qui, dès cette période, a favorisé le succès de ces films est le fait qu'ils se penchaient généralement sur des questions sociales et culturelles, ce qui signifiait souvent que l'histoire était plus importante que la qualité de la production, à en croire les spécialistes. L'ère du nouveau cinéma, qui correspond à la fin du régime militaire au retour à la démocratie en 1999, a également dynamisé le secteur, car cela a facilité le retour des compétences et l'investissement. Mais le cinéma au Nigeria a véritablement basculé de la cour des grands en 2013 grâce au film Half et Yellow Sun. Le succès a été immédiat. Avant cette période, jamais un film du Nigeria n'avait rapporté autant au box-office ni reçu autant d'éloges de la part de la critique. Cette production a propulsé l'ensemble de l'industrie cinématographique nigériane sur le devant de la scène mondiale. Les cinéastes nigériens sont unanimes. Après ce film, les choses n'ont fait que s'améliorer, en particulier pour les nouvelles générations. D'ailleurs, c'est à partir de cette période que l'industrie cinématographique nigériane a été baptisée Nollywood. Messieurs, un seul film peut tout changer. À partir de 2013, ce film a propulsé le Nigeria au devant de la scène. Il y a eu un travail au départ. Ce qu'ils ne disent pas, la stratégie, l'économie qui était sur les VHS. Qu'est-ce que le Nigeria a fait? Le Nigeria a commencé à tisser ses relations jusqu'au Bénin. Et une fois qu'ils avaient fini le film était déposé dans tous les points. Le système de distribution existait partout. Ouais. Et c'est une fois que tous les films étaient déposés dans ces différents studios jusqu'au Bénin que la diffusion commençait. Et une fois que tu sortais dans la rue, tu avais à côté de toi le film. Ouais. C'est cette expérience que nous avons dit à un moment donné, quand nous avons eu les problèmes de piratage au niveau des CD au Mali pour comprendre la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On commençait la campagne de musique, ça sortait à l'ORTM, à Kadiolo, on n'avait pas le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un premier qui arrivait de Bamako avec la cassette, et les gens dupliquaient. Ouais. C'est un concept d'économie de vente de proximité, parce que c'est l'économie de marché. Le Nigeria avait résolu ce problème-là en créant la chaîne de distribution, ce qui faisait que cette chaîne allait jusqu'au Bénin. Et comme il n'y a pas de problème de langue, entre ces deux pays, en tout cas certaines parties des deux pays. Bon, ça c'est un des... Après, quand ils ont suffisamment travaillé sur les autres mécanismes pour arriver à des super productions à ce moment-là. Ça c'est la raison. Ensuite, si on prend Hollywood, le Mali a quelque chose de très important aussi que nous n'exploitons pas, c'est la diaspora. Si le cinéma indien s'est imposé, c'est à travers la diaspora aussi. Qui est quitté notamment des États-Unis, qui est venu avec les techniques, avec un peu tout. Partout. Et donc, leurs films, quand ils le faisaient en Inde, ça se retrouvait dans les kiosques, dans les boutiques, dans les restaurants.
de la diaspora. Donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment cette structuration de ce secteur-là qui pose véritablement problème. Monsieur, je vous donne la parole juste après cette infographie que je vous invite à suivre pour comprendre un peu, pour résumer un peu la situation au Nigeria. On parle donc de la contribution de l'industrie du cinéma dans l'économie nigériane. On parle de plus de 365 milliards de francs CFA par an. Le Nigeria, c'est plus de 2500 films par an. Le Nigeria également, c'est plus de 1 million de personnes qui sont employées dans le secteur cinématographique. C'est cela même qui traduit le côté industriel du cinéma, pour reprendre ce que disait M. Traoré tout à l'heure. Il faut produire en quantité. Oui, il faut produire en quantité, mais surtout avoir des coins où écouler. En fait, les endroits où écouler. Et cela va passer vraiment par la distribution. Donc si cette distribution elle est bien structurée, ça ne peut que marcher, quoi. Peut-être ça va prendre du temps, mais au final ça va marcher. Voilà, donc c'est ça. Et actuellement, les films nigérians sont par exemple sur Netflix et même sur les plateformes VOD. On les retrouve aujourd'hui partout, quasiment partout. Exactement. Donc aussi évoquer un point, ils disent que même sans la qualité de l'image. Mais aujourd'hui, au Mali, c'est difficile pour nous, ou c'est même pas concevable de faire un film aujourd'hui sans la qualité, en fait. On va te dire que c'est pas du cinéma. Donc, je pense que le Nigeria a compris qu'il faut un modèle économique. C'est-à-dire que le cinéma, il faut que les acteurs du cinéma arrivent à vivre de leur métier. Ce qui n'est pas le cas au Mali aujourd'hui. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on fait des films d'auteur. Des films qui sont beaux, qui sont jolis, avec des paysages, des décors trucs, comme les films la Suleiman Sissé et tout. Donc, mais là, ce sera dans les festivals et autre chose. Mais eux, ils ne font pas les films pour les festivals. Ils font les films pour la consommation. Donc il y a cette différence-là qu'il faut aussi faire. Oui, il y a cette différence. Et puis, regardez, quand vous prenez les films indiens de l'Inde, 80% c'est des contes. Bon, là aussi, on a le vivier qui est là, il y a le patrimoine qui est là. Simplement, à un moment donné, il faut développer une économie. Il faut dire comment on va le faire, quel est le public ciblé. Et ce public, où est-ce qu'on va l'atteindre? Le Nigeria, à un moment donné, ils ont dit, ah oui, on va aller beaucoup plus sur la consommation familiale, et puis à ce niveau-là, ils ont travaillé. Ils sont en train de développer une autre économie qui va faire des booms dans peu de temps, c'est le Kano Wood. C'est quoi le Kano? Kano, de la ville de Kano, qui est une ville où on est beaucoup plus dans le territoire de Boko Haram. Et qui est en train de dire, OK, maintenant, on va faire en sorte que l'homme et la femme ne vont pas se faire des baisers, ne vont pas se prendre par la main. Il faut faire, pour utiliser un néologisme, peut-être un film halal à ce moment-là. Et donc ça, c'est le concept qui est en train de se mettre en place au niveau de Kano. Et ils ont le lien avec les pays du Golfe qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce que eux, ils sont maintenant en train de financer des films de grosse production. C'est pour un peu lutter contre tout ça que le Maroc est en train de négocier et signer un contrat avec Netflix pour une production du film sur le narratif du Maroc qui va être produit, écrit par des Marocains, produit par des Marocains, distribué par des Marocains, avec des comédiens et des artistes marocains. Un challenge qui n'a pas encore été relevé chez nous. Messieurs, je vous invite à regarder cette autre infographie qui nous amène toujours à parler du Nigeria, mais cette fois-ci pour parler du poids de Nollywood en Afrique de l'Ouest en 2020, d'après donc les données de l'UNESCO dans son rapport 2021 intitulé « Les tendances et les perspectives de l'industrie cinématographique en Afrique ». Nollywood en 2020, c'était 2599 films sur un total de 3393 films, soit 76,5% des films. C'est dire le poids de Nollywood en Afrique. Nollywood représente 81% des écrans de cinéma donc en Afrique de l'Ouest. Messieurs, quand on voit ce poids de Nollywood, quand on voit comment Nollywood est en train de se structurer, comment faire en sorte que justement on en arrive là, M. Traoré? C'est des politiques qu'il faut mettre en place. Obasanjo
Obasanjo y est pour beaucoup pour le Nigeria. Et en même temps, maintenant, ils sont en train de faire un travail que les grands artistes du Ghana sont en train d'être enrôlés et être utilisés comme artistes dans ces films-là. Un exemple très à côté, c'est le Sénégal qui a mis beaucoup d'argent dans le cinéma il y a quelques années. Oui, et les films, les séries sénégalaises. C'est des mesures à prendre et c'est de l'argent à injecter. Aujourd'hui, nous sommes là, le mécénat, il faut le développer. Pour que demain, une entreprise qui doit payer 20 millions de taxes, si cette industrie donne 10 millions à M. Tangara pour son film, que cela puisse être déduit de son impôt. C'est l'État qui a cette Ce que disait M. Silla tout à l'heure, c'est comme ça, il faut associer le secteur privé dans le financement cinématographique, ce qui va permettre également... Oui, c'est le mécénat. On n'a rien à ce niveau-là. Nous, on parle de sponsoring. Or, le sponsoring, ça ne va pas loin. Il faut qu'on arrive au mécénat, que ça soit gagnant-gagnant et que ça soit aussi l'image et la visibilité et tout cette économie qui se met en place par rapport au privé. À l'école de journalisme, on disait que le cinéma, c'est aussi un média. Justement, pour faire vivre ce média-là, on parle aussi des placements de produits dans les films. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'au Mali, ce n'est pas assez exploité, ou bien c'est moi qui me trompe. Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas assez exploité. Déjà, il n'y a même pas assez de production. Donc, le peu de production qui sont là, je pense que par exemple, quand tu prends les séries de Yeta, par exemple, bon, sans faire de publicité, bien sûr, il y a des placements de produits souvent. Il y a pas mal d'annonceurs derrière. En tout cas, quand on regarde sur YouTube, c'est ce qu'on voit déjà. Maintenant, moi, je pense qu'en fait, il faut structurer ce secteur-là et travailler et amener les annonceurs à prendre goût à cela. En fait, tant qu'on ne fait pas de production, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours attendre les financements. Je pense qu'on a eu ce petit truc avant de venir ici. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien les financements. Mais si on doit attendre réellement les financements au Mali, ça va être difficile de développer ce secteur-là. Je pense qu'il faut prendre l'exemple sur le Nigeria. Moi, je suis sûr que les Nigériens n'ont pas attendu les financements pour commencer. Ils ont directement commencé. Au début, peut-être les gens se moquaient des productions. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas lâché. Ils ont su mettre cette chaîne-là, ils ont su structurer. Que ça soit quelque chose qui n'était pas bien, mais au début, ils ont fait. Mais plus c'était rentable, et plus ils injectent dedans. On se rappelle des films nigériens au départ où on ne comprenait pas tout ce qui était dit, où la voix était en retard, où je ne sais pas quel est le terme technique que vous employez généralement. Pas synchronisé. Mais aujourd'hui, on a complètement traversé cet aspect. Monsieur, je vous laisse réagir juste après cette dernière infographie de l'émission qui nous amène à parler, à donner une petite note d'espoir, parce qu'on a aussi dit ce qui n'allait pas. On va parler un peu d'espoir avec l'Afrique, le potentiel des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. On parle d'un secteur qui a un potentiel de 20 millions d'emplois, plus de 12 000 milliards de francs CFA annuellement, annuel de contribution au secteur, au PIB. Ça, c'est vraiment les perspectives du secteur cinématographique en Afrique. Quel est votre regard? Bon, moi, je dirais déjà que la démographie qui est là est un atout à prendre en compte. Et partant de là, si tous les acteurs convergent ensemble, quand je dis acteurs, État, cinéastes, privés, publics, tout le monde en fait, et pour appuyer ces secteurs-là, c'est sûr et certain que chacun aura gain de cause en fait. Voilà. Je dirais qu'il faut que les gens s'y réveillent. Quand je dis qu'il faut que les gens s'y réveillent, y compris l'État, il faut une politique où on arrive à comprendre que ce secteur peut générer beaucoup d'argent, peut générer beaucoup d'emplois en fait. Aujourd'hui, imagine si on arrive à contribuer à ce secteur-là, c'est sûr que ça va être l'un des secteurs qui peut être plus bénéfique économiquement pour le Mali et pour tous les Maliens. Je pense que c'est cette vision et cette politique-là que chaque Malien, y compris l'État, arrive à prendre conscience de cela. Et là, je pense qu'on va sortir de ça et chaque acteur du cinéma pourra vivre de son métier. Aujourd'hui, sans vous mentir, pour le secteur du cinéma, on doit lancer un SOS. Monsieur Traoré, je vais vous laisser conclure cette émission, peut-être en rappelant ce que disait un intervenant tout à l'heure dans nos grands reportages. Coûte que coûte, on finira par devenir une industrie du cinéma. C'est aussi, vous pensez que, quelles que soient les circonstances, on finira par aboutir à cela? Il y a la matière première qui est là, on en a beaucoup. Il y a
les moyens techniques qui sont développés de par le monde qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui nous manque simplement? C'est une organisation. Nous organiser, faire en sorte que chacun y trouve son compte là-dedans. Et c'est cette forme d'organisation qui appelle la politique. C'est la politique qui va permettre que le commerçant, en y mettant son argent, il va gagner un peu. C'est cette politique qui va faire que le maire de la commune, parce qu'on va montrer son monument et que ça va attirer des touristes, que lui, il va gagner, que l'hôtelier qui, parce qu'on a vendu la destination du pays, va comprendre que ça va lui rapporter quelque chose, et aussi les artistes qui vivent de cela et qui vont payer leurs impôts, etc., etc. Ça veut dire que tout est lié. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de mettre en place cette industrie du cinéma. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau d'Entrepont, de nous édifier sur le thème « À quand une industrie du cinéma au Mali ?» Merci, monsieur Adama Traoré, directeur général de Acte 7 et du festival Théâtre des réalités, comédien, metteur en scène et auteur, président de la Coalition malienne pour la diversité culturelle, président de la FEDAMA, Fédération des artistes du Mali. Merci également, monsieur Draman Traoré, d'Axe de votre surnom. Vous êtes scénariste, réalisateur du film Koulékan, un court-métrage fiction. Vous avez remporté plusieurs prix avec votre film. Vous êtes d'ailleurs cofondateur, copromoteur de la maison de production audiovisuelle et cinéma Golden Light, c'est ça? C'est ça. Merci également monsieur Gaoussou Tangara Di Basekou, réalisateur, cofondateur de Vortex Group. Vous êtes le directeur général, vous êtes enseignant également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.